bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce Facebook Live où nous allons aborder la question du changement des habitudes alimentaires en famille. Voilà, je vois que je suis Myriam. Magie de la technologie. Oui. Ça marche. Bonjour, bonjour. Donc, bienvenue à tous et à toutes pour ce Facebook Live sur comment changer ses habitudes alimentaires sans se mettre conjoint et enfant ado. Alors, cette thématique a été choisie sur base de l'expérience de mes clientes et de mon expérience à moi. Alors, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Hilde Richer, donc je suis la fondatrice de Quoi de neuf dans mon assiette. Et j'accompagne principalement les femmes, bien que je ne suis pas du tout fermée pour les hommes, mais actuellement, je n'ai que des femmes comme clientes qui veulent en tout cas plus d'énergie, plus de légèreté, qui veulent changer leurs habitudes alimentaires et les ancrer sur du long terme. Voilà, pour souvent des raisons de santé, pour leur bien-être personnel. Voilà. Euh, alors, j'ai le plaisir aujourd'hui donc d'avoir Myriam Bidot avec nous, qui est vraiment voilà, experte dans les relations de couple. Et je te laisse te présenter. Voilà, tu le feras certainement mieux que moi. Merci, Hilde. Bonjour à toutes et bonjour à tous aussi, parce que je vois qu'on a aussi des hommes qui sont en ligne. Ouais. Je suis Myriam Bidot-Psychès, donc je suis experte auprès des femmes déterminées à être vraiment bien dans leur relation de couple. Je suis coach et thérapeute de couple. Je travaille ici à Lyon en cabinet, donc je reçois et des personnes en individuel et des couples pour vraiment les accompagner en fonction de leurs différentes thématiques. L'objet étant vraiment d'être bien dans leur relation, principalement leur relation affective, leur relation amoureuse, mais à partir du moment où on comprend comment ça fonctionne pour s'épanouir. Le couple, c'est vraiment un catalyseur. Donc, en général, c'est encore beaucoup plus difficile dans ces relations de proximité. Et on arrive à un mieux-être dans l'ensemble de ces relations. Et puis, je propose aussi des accompagnements à distance, en ligne, qui vont combiner à la fois du coaching ou de la thérapie en individuel ou en couple et des programmes spécifiques pour aller plus vite. Et donc, ils proposent des contenus de formation avec des exercices, des choses qui sont assez structurées et qui permettent d'être plus efficaces et d'obtenir les résultats qu'on souhaite, que l'on soit séparé, qu'on souhaite retrouver l'amour ou que l'on soit déjà en couple, et qu'on souhaite être mieux dans sa relation de couple. Voilà. Super. Et je peux vous dire que Myriam m'a déjà été de très bons conseils. Voilà, et donc c'est pour ça que je l'ai invitée parce que je crois vraiment en ses compétences et en son accompagnement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, sachez qu'on vous a réservé deux petits cadeaux qu'on vous donnera à la fin de ce Facebook Live. Voilà. Alors, on va démarrer en fait ce live par une première question. En fait, dans la peau de mes clientes, voilà, qui arrivent et en fait qui viennent me voir parce que bien, elles ont décidé de changer leurs habitudes alimentaires. Elles ont décidé voilà, de se sentir mieux dans leur peau. Et là, en fait, comment est-ce que tu aborderais en tout cas ces changements en famille et au sein du couple, au sein de la famille, s'il y a des enfants, au sein du couple? Voilà. Est-ce qu'il y a en tout cas d'un premier abord, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller avant de démarrer ces changements alimentaires? Alors, c'est une question importante parce que quand on touche à l'alimentation, on est sur quelque chose qui va venir toucher les valeurs, les croyances et donc des choses parfois beaucoup plus profondes que simplement le choix entre manger du riz normal ou du riz complet, par exemple. Donc, en réalité, on va toucher à des choses importantes, ce qui peut expliquer que parfois c'est très difficile où ça peut être assez compliqué à mettre en œuvre quand on vit avec un partenaire et qu'on vit également au sein d'une famille. Donc,
En réalité, ce que je pense qui est important, c'est déjà de comprendre pourquoi on le fait et de comprendre quelles sont nos propres motivations à faire ça et de bien faire le tri entre le choix de faire évoluer ses habitudes alimentaires et éventuellement d'autres enjeux qu'on peut souhaiter régler, mais qui ne sont pas opportuns de régler à l'occasion de ce changement-là. Et donc, c'est important de faire un petit peu le tri, de regarder comment ce choix-là est important pour nous, qu'est-ce qui nous motive à le mettre en place, qu'est-ce qui fait qu'on veut le mettre en place aujourd'hui et maintenant et pas à un autre moment, et de regarder un petit peu ça un petit peu plus en détail pour désamorcer un petit peu, peler un petit peu l'oignon, désamorcer un petit peu les choses et ne pas tout mettre dans le même sac, tout mettre dans le même panier. Donc bien comprendre qu'est-ce qu'on souhaite faire, comment on va le faire et pourquoi on le fait maintenant. Et puis ensuite, oui, vas-y, Hildé, tu voulais dire quelque chose? Oui, mais en fait, je voulais rebondir sur ce que tu disais en disant finalement que décider de, voilà, de changer ses habitudes alimentaires, c'est plus qu'une décision vraiment personnelle, que ça a vraiment un impact global sur, voilà, sur la famille et sur les enfants, et que ça ne se fait pas comme ça sur un coup de tête. Je pense que ça doit être Oui, vraiment bien préparé, tout à fait. un peu, voilà, si c'est comme quand on décide de changer la déco dans sa maison, on ne le fait pas toute seule. C'est pas tout Je crois que, voilà, seul. voilà. Et c'est pour ça que ce petit temps de réflexion, ça va permettre d'enlever un certain nombre d'enjeux qu'on peut mettre là-dedans et qui n'ont pas nécessairement besoin d'être mis là, de bien faire le tri, de bien clarifier les choses sur notre propre motivation et du coup nous donner la possibilité de prendre vraiment nos responsabilités par rapport à ça. Et ensuite, dans la deuxième étape, je crois que c'est important d'en parler en priorité et en premier avec son partenaire de vie, avec son conjoint et d'avoir une vraie discussion, de vraiment mettre les choses à plat et suite à cette discussion, ensuite de pouvoir mettre en place certaines choses et ensuite là je suis vraiment sur la chose un peu macro, mais on rentrera dans les détails de cette discussion et ensuite de faire des réajustements parce qu'en fait toute décision ou toute étape ne sont que des choses intermédiaires et qu'il va falloir réajuster au fur et à mesure. Voilà. Alors, ça, évidemment, je veux dire, c'est la situation idéale, hein, c'est d'en parler avec son partenaire, d'avoir une vraie discussion. Et maintenant, bon, ben, si on se retrouve face à finalement un partenaire voilà, qui, qui n'est pas ouvert à la discussion, qui franchement n'en a rien à faire. Euh, je parle évidemment sur le vécu de certaines clientes, même sur mon vécu à moi. Moi, j'ai eu un partenaire qui, bon, il n'était pas forcément contre ce que je lui serve une nouvelle cuisine, mais en tout cas, il n'était pas du tout ouvert à la discussion. Donc, que faire dans ces cas-là? Ben, ce qui est important, c'est de comprendre qu'en fait, si on est moteur, c'est que le projet est important pour nous, mais il n'a pas besoin d'avoir la même importance pour tout le monde. Et qu'en fait, notre propre motivation n'est pas nécessairement celle de l'autre et que ça, c'est OK. On ne peut pas imposer sa volonté et sa façon de faire les choses et son envie de faire les choses à une autre personne parce que cette autre personne est différente, qu'elle a d'autres motivations, d'autres préoccupations, d'autres priorités à ce moment-là. Donc déjà partir du principe et prendre ses propres responsabilités à cet endroit, ça va éviter d'avoir des attentes trop importantes vis-à-vis de l'autre et donc potentiellement de grosses déceptions, voire des frustrations qui vont retomber dans la relation à d'autres endroits. Donc, c'est important de vraiment prendre sa part des choses et voir que c'est quelque chose qu'on souhaite initier, qui peut bien sûr être bénéfique pour tout le monde, ça c'est certain, mais qu'on n'est pas obligé de convaincre tout le monde tout de suite et qu'ils ne sont pas obligés, en tout cas que le partenaire n'est pas obligé du tout d'avoir ni la même motivation, ni la même envie, ni le même élan, ni de vous apporter immédiatement un soutien. Donc ça, c'est important de ne pas créer d'attentes parce que en réalité, quand on crée des attentes, ce sont en général des déceptions. Par contre, ce qui est important, c'est que dans la discussion, vous puissiez éventuellement formuler des demandes et à ces demandes, d'accepter que la réponse puisse être négative, tout comme elle peut être positive ou ajustée. Je vais revenir un petit peu sur l'idée de cette discussion parce qu'elle est importante, cette première discussion quand vous voulez poser les choses. Cette discussion, elle est importante parce qu'elle va permettre à votre conjoint de comprendre
et de savoir où vous en êtes et de comprendre votre motivation et ensuite d'avoir une vraie discussion là-dessus avec lui. En tout cas, pour vous aussi de comprendre ce qui est important pour lui et là où il en est. Et du coup, de vous écouter à cet endroit et d'apprécier ces différences-là comme étant quelque chose qui est présent sans vouloir nécessairement le modifier. Donc, par exemple, l'état d'esprit, quand vous allez vouloir mettre en place cette discussion, c'est vraiment un état d'esprit d'ouverture et de savoir que votre objectif n'est pas du tout de convaincre l'autre. D'accord? Il faut vraiment partir du principe que vous partez sur un échange, que vous pouvez partir sur un projet qui va effectivement avoir potentiellement un impact sur le couple et sur la famille, mais que vous n'êtes pas obligé de rallier tout le monde à votre cause et de convaincre tout le monde. Vous ne partez pas en croisade pour changer votre alimentation. C'est là aussi où je parle d'enjeux, c'est que parfois on met beaucoup d'enjeux de pouvoir ou certains ou d'autres enjeux qui n'ont pas lieu d'être à cet endroit-là si simplement vous voulez changer certaines habitudes alimentaires. En plus, vous pouvez vraiment le faire étape par étape. Donc, première chose, c'est votre énergie au moment où vous allez initier la conversation. C'est vraiment d'être dans une énergie d'ouverture, une envie d'écouter l'autre, une énergie un peu d'amour en fait. Vraiment d'essayer d'être proche de votre conjoint et qu'il puisse s'approcher de vous. C'est vraiment une discussion à avoir en couple et ne pas mêler les enfants avant d'avoir vraiment eu cette discussion à deux. Donc cette énergie, elle doit être vraiment une énergie d'ouverture, d'échange. Ensuite, votre objectif n'est bien sûr pas de convaincre l'autre, mais vraiment l'objectif premier, c'est d'avoir un véritable échange autour de ce projet pour pouvoir mettre les bases de ce projet ensemble. Et ensuite, un point important, c'est de ne pas avoir cette discussion au moment où vous allez, par exemple, ne pas être d'accord. Par exemple, vous avez déjà commencé à mettre en place des changements. Vous servez pour le 3e soir consécutif d'Ikinoa, mais si vous suivez les conseils d'Hilde, vous n'allez pas le faire parce que vous aurez des menus variés, etc. Et vous allez vous axer sur le plaisir. Et puis là, il y a quelque chose qui éclate à table ou à ce moment-là et on vous reproche, par exemple, et vous répondez sur la défensive. Ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut avoir la discussion, ni après. La discussion, elle doit vraiment être sur une base assez tranquille, assez neutre, quand vous êtes ce qu'on appelle en dehors du moment où il y a beaucoup d'émotions. Donc, c'est toujours en dehors du moment de l'émotion. C'est une discussion qui ne se fait pas à chaud. Hein, ça, c'est très important. À chaud, on ne règle aucun problème. Je vous le dirai par la suite. À chaud, on a d'abord besoin de prendre soin de soi pour pouvoir redescendre sur le plan émotionnel. Et toute discussion importante, c'est une discussion qui se fait toujours dans un état d'esprit le plus tranquille possible. Ok. Comme je vous disais aussi, votre objectif, c'est pas de convaincre l'autre, c'est pas d'obtenir quoi que ce soit de l'autre. Et donc, il faut éviter la critique, le fait de faire des reproches, la position sur la défensive ou de sortir des cadavres de vos placards. D'accord? En général, ces cadavres, entre guillemets, ne sont pas du tout liés au projet que vous voulez mettre en place. Donc, ce n'est pas non plus le moment de régler d'autres choses. OK? Et puis ensuite, c'est partir du principe que c'est un projet que vous voulez initier et que c'est donc, entre guillemets, votre projet. Donc, vous prenez la responsabilité de ce projet-là. Prendre la responsabilité, ce n'est pas vous culpabiliser ou quoi que ce soit, c'est simplement être là de façon active, sans tout le temps impliquer l'autre ou attendre des choses de l'autre ou chercher chez l'autre ou être chez l'autre. Non, vous parlez en votre propre nom. Donc déjà, vous utilisez la première personne et vous évitez de dire tu dans la conversation parce que quand vous faites ça, vous ne prenez pas vraiment vos responsabilités entre guillemets. Donc c'est très important. Ensuite, vous allez, quand vous démarrez la conversation, si jamais vous avez eu des conversations difficiles sur d'autres sujets, que votre conjoint peut être un peu sur la défensive en train de se dire oh là là, qu'est-ce qui va encore se passer? Qu'est-ce qu'elle me prépare, entre guillemets? Ça peut arriver. Hein. Démarrer la conversation peut-être en disant que votre objectif, c'est de faire autrement. Et que là, vous voulez essayer de faire autrement, en tout cas. Du coup, pour faire un peu baisser cette tension, s'il y en a. Parfois, ce n'est pas le cas du tout, mais parfois, il peut y en avoir. Hein. Quand on convoque, entre guillemets, son conjoint, parfois, il se dit, oula, au secours. Donc, vous pouvez déjà mettre ça en préambule et lui dire, écoute, j'ai envie d'essayer quelque chose de nouveau. J'ai envie qu'on le fasse ensemble et voilà. Et mon idée, c'est vraiment qu'on puisse écouter et échanger sur cette discussion-là. OK? Et puis, une fois que vous avez posé ça, vous présentez, vous allez lui expliquer, lui présenter votre idée, votre projet. Vous allez lui expliquer de quoi il s'agit.
Vous allez lui expliquer pourquoi. Quand vous dites pourquoi, vous allez parler de votre vécu, de ce qui vous motive véritablement et vous allez essayer de le dire avec le plus d'authenticité possible, en parlant vraiment de pourquoi c'est vraiment important pour vous, mais en utilisant la première personne. Vous parlez de votre propre motivation. Vous allez ensuite expliquer comment vous comptez vous y prendre et puis quelles implications, qui ça peut concerner et quelles implications ça peut concerner. Ici, les conseils d'Hildé dans la mise en place de ce type de projet sont très importants parce que votre objectif, c'est vraiment le plaisir. C'est le fait de faire quelque chose ensemble. Donc, vous pourrez, c'est presque un projet qui peut être un projet familial ou un projet de couple. Mais pour que ça puisse l'être, il faut que ce soit accessible à tous. Donc, il faut lâcher beaucoup d'exigences. Il faut faire en sorte d'être guidé par son envie, par sa curiosité, par le plaisir de faire quelque chose ensemble, par le fait d'essayer des nouvelles choses, plutôt que de se dire il faut absolument faire comme ça, il faut y arriver, puis toutes les pressions qu'on se met habituellement. Donc vraiment partir de l'envie d'être ensemble, du plaisir qu'on peut partager, du fait qu'on va essayer, qu'on va tâtonner, qu'on n'est pas là pour découvrir la vérité ni quoi que ce soit, on est juste là pour essayer de réajuster des choses et voir comment ça va nous faire du bien d'une certaine façon. Et donc, quand vous expliquez votre projet, vous êtes plutôt sur des faits ou sur vos ressentis personnels, mais en essayant de parler quand même de façon factuelle, que ça puisse être entendable par l'autre, qu'il puisse le recevoir, d'accord? Donc, pour ça, il faut qu'il reste dans l'ouverture, qu'il ne soit pas sur la défensive et qu'il reste dans l'instant présent. S'il décroche, vous pouvez, si vous le sentez, vous lui dites, écoute, j'ai l'impression que c'est peut-être difficile pour toi, vous pouvez tout à fait reprendre la conversation à un autre moment. Il n'y a pas de choses, il n'y a rien de grave. Il y a juste des modifications et des changements que vous souhaitez faire dans votre vie. Et comme tout changement, ça va forcément occasionner, entre guillemets, parfois des grincements de dents. Mais si vous le faites avec de l'ouverture, de l'envie, de la motivation et du partage, ça peut très bien se passer aussi. Une fois que vous avez posé les bases, vous allez éventuellement faire vos demandes. Donc, une demande, c'est demander à l'autre ce dont vous auriez besoin ou en quoi il peut vous aider. Quand vous formulez une demande, il faut absolument que vous partiez du principe que l'autre a le droit, et c'est son droit le plus strict, de refuser. Donc, il faut que vous puissiez être à même d'entendre un non, tout simplement. À partir du moment où vous pouvez accepter que l'autre puisse ne pas accepter votre demande, parce que si vous n'acceptez pas de non comme réponse, vous ne faites pas une demande, vous donnez un ordre. Ce n'est pas la même chose. Une demande a toujours trois possibilités. Un oui, tel que la demande a été formulée, un non, ou bien une contre-proposition, sur lequel vous pouvez aussi être à même d'accepter, de refuser ou de réajuster. D'accord? Donc, une demande, c'est quelque chose qui ouvre. Sinon, c'est un ordre que vous faites, c'est que vous formulez. Ce n'est pas la même chose. Donc, déjà, à partir du principe qu'un non peut être tout à fait acceptable pour vous, c'est déjà important. Ça demande déjà pas mal de travail sur soi, de compréhension de ce qu'on essaie de faire et de comment on veut le faire. Ce qui est très important, c'est que dans ce type de discussion, de ne pas en faire des enjeux personnels. Parce que quand on en fait un enjeu personnel, on est plus dans l'idée qu'il faut absolument avoir raison, plutôt que dans l'idée de véritablement partager un point de vue et d'être au service de la relation. Votre objectif, c'est quand même toujours d'être au service de la relation. C'est-à-dire que votre vie ensemble, elle soit la plus agréable possible. Si vous cherchez à convaincre absolument l'autre, vous allez être dans un enjeu où en fait, vous allez être accroché à votre besoin d'avoir raison. Et ça, ce n'est pas nécessairement très bon. Et en général, ça va brouiller beaucoup les pistes. Une fois que vous avez formulé vos demandes, vous allez ouvrir la discussion suite à ça. Quand vous ouvrez la discussion, vous écoutez vraiment ce que l'autre a à vous dire. Restez le plus présent possible à ce qui est en train de se passer avec lui ou avec elle. Écoutez vraiment avec toutes vos oreilles et prenez ce que vous pouvez prendre. Dans ce que l'autre dit, si vous êtes dans l'ouverture, il y a toujours quelque chose de nouveau que vous pourrez prendre, même quand on n'est radicalement pas d'accord.
si vous n'entendez rien que vous puissiez prendre, c'est qu'en fait, vous êtes dans votre tête en train de formuler soit la réponse future, soit de ruminer le passé, mais en tout cas, vous n'êtes pas connecté à ce qui est en train de se passer vraiment au présent. Quand on est connecté au présent, on est capable de capter toutes sortes de choses que l'autre donne, de signaux verbaux, parfois non verbaux, qui peuvent vous amener à avancer ensemble. Donc, c'est vraiment rester le plus à l'écoute et partir du principe que l'autre a un point de vue qui peut vous aider à avancer vraiment. Donc, un point de vue intéressant. Et ensuite, suite à ça, vous réajustez. Parce que normalement, si vous avez suivi le processus, vous n'êtes pas du tout sur votre idée initiale. En général, votre idée initiale, elle a évolué. Et en général, plutôt dans un sens positif. Vous résumez et vous finissez la discussion en remerciant votre partenaire. Et ça, c'est une étape importante en le remerciant sincèrement du temps qu'il vous a accordé, de l'échange que vous avez pu avoir et de ce qui s'est passé entre vous qui a pu être bon pour l'un et pour l'autre. Et même si parfois ça a été difficile, parce qu'une conversation comme ça n'est pas toujours une conversation confortable. Elle peut être inconfortable. Mais en tout cas, remerciez-le pour ce que vous avez appris, pour comment ça a pu vous faire avancer, etc. Et ça, c'est important de conclure la conversation là-dessus. Et normalement, cette conversation-là, je parle d'une conversation, mais il peut y avoir plusieurs conversations de ce type. Il peut y avoir une conversation qu'on démarre et qu'on poursuit ensuite, etc. Donc, on n'est pas obligé d'avoir une seule conversation, tout est réglé, etc. Non, vous allez vraiment procéder par étapes. Et suite à ça, vous allez ensuite mettre en place des choses, mais avec toujours des réajustements. Et c'est important que vous soyez vraiment, entre guillemets, un peu sur la même page, ou en tout cas que vous sachiez où en est l'autre et qu'il sache où vous en êtes, pour qu'ensuite, quand vous êtes en famille, il n'y ait pas tout le temps « Ah ben mince, maman nous a encore fait du quinoa, etc. » Et du coup, vous sentez… et ça crée des enjeux dans la famille. Non, c'est important que vous puissiez être au clair l'un avec l'autre. Et du coup, il y a quelque chose de beaucoup plus fluide quand vous êtes avec d'autres personnes telles que vos enfants qui créent, entre guillemets, parfois des interférences. Et du coup, ben là, vous êtes sur la même page et ensuite, vous réajustez, vous réajustez, vous réajustez. Et petit à petit, ben, vous avancez. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui peut être une façon de faire qui peut être intéressante, qui peut aider sans nécessairement toujours reparler, remettre les choses à plat. Il ne faut pas non plus en faire quelque chose de pesant et de… Voilà, on n'est pas en psychothérapie en permanence. Voilà, il y a la vie qui fait que c'est pas… ce que je vous donne, c'est vraiment des pistes, hein, des clés, et c'est à vous après de vous les approprier en fonction de votre style, de votre famille, de votre partenaire, de votre façon d'être ensemble aussi, beaucoup. Voilà. Myriam, est-ce que tu pourrais juste nous repréciser les points clés de chaque étape? Donc, tu as parlé d'imposer les bases. Le premier point, je dirais que c'est vraiment l'état d'esprit. C'est ce que j'ai expliqué. L'état d'esprit, poser les bases, l'énergie, tout cet état d'esprit important. Il y a même la réflexion en amont, je dirais, l'état d'esprit. Ensuite, vous reprenez si nécessaire en expliquant que vous allez essayer de faire différemment si ce type de conversation est difficile parfois dans votre couple. Ensuite, vous présentez votre projet. Vous faites vos demandes, vous réajustez en fonction de la discussion qui va avoir lieu, vous résumez et vous exprimez votre gratitude. Ok, merci. Alors, j'ai une question justement par rapport… donc, il y a Salomé qui nous demande si tu as des exemples d'enjeux qui n'ont pas leur place justement dans ce genre de discussion. Qu'est-ce que tu veux dire par les enjeux qui n'ont pas leur place? Les enjeux, j'avais un petit peu commencé à répondre à Salomé justement parce que j'ai vu sa question passer. Les enjeux de pouvoir. Par exemple, ça peut être de penser qu'il est plus important d'avoir, c'est souvent inconscient, hein, mais je le dis parce que comme ça, on peut après réfléchir à comment on fait. Parfois, dans une discussion, on a plus besoin d'avoir raison qu'en fait être en relation avec l'autre. Et du coup, ça va beaucoup brouiller les pistes parce qu'on veut absolument avoir raison. Or, personne n'a raison. Les deux ont raison parce que chaque point de vue est unique et chaque point de vue a de la valeur.
Donc, il peut y avoir ce type de choses qui parasitent. Après, des enjeux, il y en a de toutes sortes. On peut chercher à régler à l'occasion du changement d'habitude alimentaire des vieilles choses du passé, telles que des querelles avec comment les rapports avec la belle famille ou les rapports de son conjoint avec sa mère, ou bien des choses qu'on n'a pas réglées par rapport à l'éducation de nos enfants qui vont ressurgir à cet endroit, ou bien le choix d'un habitat. Il peut y avoir toutes sortes de choses qui sont tout à fait, entre guillemets, uniques à chaque couple par rapport à leur histoire, qui peuvent ressurgir à l'occasion de ça. L'alimentation, c'est pour ça que parfois, alors aujourd'hui c'est un peu moins le cas de nos jours, mais il y avait beaucoup d'enjeux autour de l'alimentation pour les enfants de ma génération, où beaucoup de choses, les parents essaient de régler beaucoup de choses entre eux et leurs enfants par le biais de l'alimentation. C'est un petit peu moins le cas aujourd'hui, en tout cas, parce qu'il y a eu Dolto qui est passé par là, etc. Mais il y a toujours pas mal de choses qui sont individuelles, qui sont uniques à chacun. Et si vous sentez qu'il y a beaucoup de crispation à cet endroit, c'est qu'en général, il y a d'autres enjeux qui sont en train de se manifester, qui sont souvent inconscients. Mais si on met un peu de lumière dessus, on peut commencer à comprendre un petit peu ce qui se passe. Si vraiment ça parasite, c'est bien d'aller voir un professionnel ou d'en parler, parce que ça permet de démêler un petit peu les fils. Et du coup, l'objet, c'est vraiment de faire le tri de ce qui appartient à cette discussion-là et de ce qui n'a rien à faire ici. Parce que du coup, là, on clarifie, on met de l'air, on met de l'espace pour pouvoir avancer sur ce projet-là et pas tout mélanger. Ok. Voilà. Alors, Nathalie nous dit qu'elle trouve très intéressant de dire qu'il ne faut pas réagir à chaud. Voilà. J'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela, donc ne pas réagir à chaud. Et c'est vrai que par expérience, on remarque qu'aborder une discussion donc avec son conjoint, il faut aussi que l'idée chemine en lui, finalement, de ces changements. Peut-être qu'il va avoir une réaction comme ça, je veux dire, à chaud, qui peut être parfois négative. Et il faut, à mon avis, lui laisser le temps aussi que ça mature. Et donc, c'était très intéressant de dire que finalement, ça ne doit pas être l'objet que d'une seule discussion, mais voilà, de plusieurs, effectivement. C'est très, très juste. Ok. C'est-à-dire que quand nous, on est dans un projet, on est très imprégné par ça parce que c'est important pour nous, mais l'autre n'est pas à cet endroit. Ouais. Et donc, il a le droit de prendre le temps de réagir, de mastiquer, de digérer, d'y repenser. Bon, après, chacun connaît aussi son conjoint. Hein, c'est souvent, on a des réactions un peu similaires sur différentes choses. Et donc, c'est important de respecter son rythme et de ne pas attendre des choses qu'on pourrait attendre de nous. Mais lui est différent, il n'a pas à réagir de la même façon que nous. Et du coup, se donner du temps, reprendre les choses, réajuster et ne pas se mettre trop de pression, c'est vraiment se donner toutes les chances d'avancer. De vraiment se dire c'est étape par étape par étape. Ce ne sont que des petits pas, mais ces petits pas vous permettront d'avoir un vrai changement. Si on s'attaque à une montagne, la montagne, elle décourage, elle fait peur. Et donc, en général, les montagnes sont un peu compliquées. Il faut beaucoup d'entraînement avant de gravir un sommet. En général, il faut en avoir fait beaucoup de plus petites randonnées, on va dire. Tout à fait, tout à fait. Ok, donc on va retenir en tout cas les mots importants comme état d'esprit, comme plaisir, ne pas réagir à chaud. Voilà, je pense que on est un peu notre propre miroir. Enfin, on renvoie cette énergie positive vis-à-vis que ce soit vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis de son conjoint. À partir du moment où on renvoie cette image de plaisir et cette image d'énergie positive, voilà, ça va déjà créer cette atmosphère également positive pour réceptionner en tout cas ce projet. Je voulais Maintenant, bien, oui, aussi, c'est que vas-y. ce type de projet, on peut aussi, si ça ne suit pas à la maison, on peut accepter de le faire aussi d'abord pour soi et comprendre qu'on le fait en premier d'abord pour soi. Et on n'est pas obligé d'embarquer tout le monde. Après, bien sûr, ça va multiplier parfois certains efforts, mais on peut aussi se dire, je le fais d'abord pour moi. Et parfois, le fait de donner l'exemple, ça va permettre aussi d'insuffler du changement.
Donc, il y a plein de façons, il y a plein de façons qui peuvent fonctionner. Et je crois que d'abord prendre ça, le faire pour soi, mais pas dans un sens égoïste, hein, dans un sens plutôt de simplement de plaisir et d'ouverture, bah, ça permet aussi de montrer. Il y a beaucoup d'hommes au départ, moi, je sais pas, madame crée son entreprise, qui trouve ça un peu machin, enfin, c'est difficile, ça crée des interférences et tout ça. Puis au final, ça fonctionne bien. Bah, parfois, il y a de grands changements qui se font aussi chez l'autre parce qu'en fait, mais on n'en a pas tenu rigueur à l'autre. On n'est pas constamment en train de... Parce que ça, du coup, ça empêche l'énergie de circuler. Donc, c'est important de prendre ses responsabilités et quand on fait un choix, de se dire, bah, je le fais parce que ça me fait d'abord du bien à moi aussi. Et c'est pas du bien Tout contre à fait. l'autre, hein, c'est du bien avec l'autre. Ça permet d'éviter une frustration intérieure qui va inévitablement nous mettre dans de mauvaises conditions pour, voilà, pour essayer de faire changer les autres finalement. Oui. Alors maintenant, ça c'est la situation évidemment idéale. Euh, maintenant, euh, que faire en cas de conflit finalement? Bon ben, je veux dire, c'est vrai que j'ai notamment j'ai une cliente qui me dit oui, moi j'essaye de par exemple de customiser des plats traditionnels, de les rendre plus sains. Et mon mari, lui, ben, il n'est pas du tout d'accord et il veut que je cuisine comme avant, avec, par exemple, je donne un exemple, un gratin, bien, elle va essayer de le rendre un peu plus sain, mais non, lui il préfère la recette d'avant et il n'est pas du tout content et du coup, ça va créer un conflit. Voilà. Mm. Que faire en cas de conflit? En cas de conflit, il y a différentes choses. Il y a vraiment, quand on est face à un conflit sur un problème soluble, l'histoire du gratin, on est plutôt dans le domaine du problème soluble. S'il y a des choses, sauf s'il y a des choses sous-jacentes qui parlent de valeurs, de principes, de croyances, etc. Où là, ça devient plutôt des problèmes entre guillemets insolubles, où la seule solution, c'est d'apprendre la tolérance, la bienveillance et d'accepter l'autre dans sa différence. Hein, et ça, c'est un apprentissage de toute la vie en couple. Dans les problèmes solubles, en général, il y a l'étape incontournable, c'est la discussion. C'est la discussion et le fait de mettre à plat les choses à plusieurs reprises pour arriver à un compromis qui fonctionne. Pour que ces discussions fonctionnent, il faut certaines choses par rapport à la discussion, c'est-à-dire d'être déjà ce qu'on sait, c'est que quand on démarre une discussion, en fonction de la façon dont on démarre la discussion va se clôturer. C'est-à-dire que si vous démarrez une discussion avec un démarrage rude, par exemple, vous explosez et vous lui balancez à la figure tout ce que vous pensez du gratin en question, avec le beurre et l'huile, j'en sais rien, il est très à 99% des chances, cette discussion-là ne va pas être bénéfique. Elle va plutôt avoir tendance à petit à petit détruire le lien, le respect en fonction de la teneur de la discussion qu'il y a entre les deux partenaires. Donc, c'est potentiellement des discussions qui vont être destructrices plutôt que créatrices de liens et de connexion entre les deux personnes. Donc, première chose, quand on démarre une discussion, c'est ce qu'on appelle le démarrage en douceur. C'est-à-dire qu'on amène le sujet d'une façon qui soit entendable par l'autre. Dans toute discussion, il y a ce qu'on appelle, c'est John Gottman, c'est un thérapeute américain mondialement connu. Je vous recommande d'ailleurs ses écrits parce qu'il a écrit beaucoup pour le grand public. Il parle des 4 cavaliers de l'Apocalypse dans le couple. Quand un des 4 ou les 4 ou 2 ou 3 des 4 sont présents dans le couple, en général, la longévité du couple est quand même mise à mal. OK? Donc, les 4 cavaliers de l'Apocalypse sont la critique, le mépris, la position défensive et la fuite. Ces 4-là, il faut vraiment toujours veiller à les tenir à l'extérieur de son couple. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas à passer le pas de la porte. Et ça, il faut qu'à deux, vous soyez tout à fait au clair là-dessus.
Les cavaliers de l'Apocalypse, vous ne les voulez pas dans votre relation. Alors, bien sûr que parfois, ils viennent, ils arrivent, chacun a ses préférences. Il y en a, ils sont beaucoup dans le mépris. Il y en a d'autres, c'est la fuite. Il y en a d'autres, on est sur la défensive. Mais à partir du moment où on a mis l'éclairage là-dessus, il faut savoir que ce sont vraiment des cavaliers de l'Apocalypse. Il ne faut pas les avoir dans sa relation. Et vous pouvez créer une alliance à deux pour faire en sorte que quand ils arrivent, eh ben, vous mettez votre petit drapeau rouge ou le signe que vous aurez mis d'accord pour qu'ils ressortent. D'accord ? Donc ça, c'est à éviter dans toute discussion. Ensuite, dans la discussion, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut vraiment veiller à être dans le présent, dans l'instant présent. C'est-à-dire, je suis là avec toi. Tu es là avec moi. Et on essaye vraiment, c'est presque de la méditation, c'est-à-dire d'être vraiment le plus près possible de ce qui est en train de se passer. Parce que quand vous êtes dans cette phase-là, vous êtes capable de capter ce que dit l'autre dans le sens de toute tentative de rapprochement qu'il va faire. Dans toutes les discussions, on fait toujours, consciemment ou inconsciemment, des tentatives de rapprochement. C'est-à-dire qu'on lance une perche à l'autre, ça peut être du verbal mais aussi du non-verbal, hein, qui va permettre en fait de faire sortir la discussion de son schéma habituel. Quand on est en couple, on sait toujours qu'il y a les mêmes discussions qui se reproduisent et les mêmes scénarios. Sauf que dans le présent d'une discussion, il y a toujours de la nouveauté, de l'un et de l'autre. Et c'est quand vous captez cette petite nouveauté-là, qui est parfois extrêmement subtile, que vous faites avancer les choses. Et que vous allez pouvoir aller quelque part où vous ne savez pas, vous ne savez pas où vous allez. Mais c'est ça qui va vous permettre d'avancer. Parce que vous êtes dans le présent et du coup, il n'y a que dans le présent qu'on peut résoudre les problèmes. On les résout jamais ni dans le passé, ni dans le futur. On ne les résout que dans le présent. Mais pour ça, il faut être capable de capter ce qui est présent là, ici, maintenant. Sinon, on passe à côté. D'accord ? Donc, c'est très important d'avoir une vraie conversation en restant focalisé sur le présent, en arrêtant le petit vélo intérieur qui nous dit « ben non, il m'a dit ça, et puis je vais répondre ça, et puis en fait, vous ressortez ça du placard, etc. » Dès que vous sentez aussi dans la conversation que vous débordez sur le plan émotionnel, il y a une espèce de ligne de 50%. Hein. Alors, au niveau émotionnel, vous arrivez, vous êtes à 20, à 10, à 30, et puis ça augmente. Et si vous dépassez cette ligne de 50%, vous n'êtes plus à même de discuter. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau du cerveau, on est dans une excitabilité émotionnelle quand on est au-delà de nos 50%. Et cette excitabilité émotionnelle fait qu'en fait, on n'est plus à même, c'est plus le frontal qui gouverne, mais c'est le cerveau plus archaïque. On est envahi par notre émotion. On n'est plus à même de réfléchir. On ne trouvera jamais aucune solution dans cet état émotionnel. Donc, dès qu'on a dépassé les bornes, entre guillemets, on arrête tout. Alors ça, parfois, c'est très difficile pour l'un ou pour l'autre des partenaires, ou parfois pour les deux. Alors, quand c'est les deux, c'est explosif parce que ça peut aller très, très loin. Ça peut être grave. Hein. Donc, il faut vraiment se mettre cette discipline-là. Dès qu'il y en a un des deux ou les deux qui a dépassé les 50% émotionnels, on fait un break. On se dit, on arrête. Et là, scientifiquement, on sait qu'il faut au moins 20 minutes consécutives où on n'est plus excité émotionnellement par rapport à ce qui nous a mis dans cet état-là. 20 minutes consécutives, c'est-à-dire, c'est vraiment 20 minutes où on ne pense plus au sujet, on ne réfléchit plus là-dessus, on ne cherche pas de solution, on n'emmagasine pas de la rancœur, on ne mâchouille pas tout ça, on est vraiment en train soit de prendre un bain, de promener son chien, de lire, d'aller faire une course à pied, d'appeler sa copine, mais pas pour parler de ce sujet-là. Mais en tout cas, on fait quelque chose qui va nous permettre de redescendre suffisamment sur le plan émotionnel. Dans les faits, il faut en général entre 1, 2, 3 heures. Ça dépend de l'habitude qu'on a, ça dépend des capacités aussi, entre guillemets, émotionnelles, de récupération. Souvent, les deux ne récupèrent pas à la même vitesse. Les femmes récupèrent plus vite que les hommes, il faut le savoir. Hein. On a en moyenne une récupération, entre guillemets, plus rapide par rapport à une émotion intense et on est plus, entre guillemets, câblé pour supporter l'émotion intense. D'accord ? Physiologiquement, il y a des choses qui font qu'en fait, les femmes supportent beaucoup plus des émotions violentes et fortes. Ça ne veut pas dire qu'elles aiment ça, hein, que les hommes. Les hommes, il y a des conséquences sur le plan physique plus importantes au niveau du rythme cardiaque, etc., qui font que, voilà, on n'est pas pareil, il y a une différence homme-femme. Donc, ce break-là, il faut vraiment décider de faire ce break, mais en sachant qu'on reprendra la conversation. Ce n'est pas un break pour mettre sous le tapis, on en reparle dans 20 ans, ou on en reparle à l'occasion où ça ressort d'une façon violente.
hein, parce que là, du coup, vous n'aurez rien réglé. Donc, c'est vraiment se dire, on fait en sorte de prendre soin de soi, voire même de prendre soin l'un de l'autre, parce qu'on peut tout à fait prendre soin l'un de l'autre. Il y a des couples chez qui ça fonctionne très très bien. Il y en a d'autres, c'est pas possible, hein, ça dépend de chaque couple. Et quand on est suffisamment bien, et ben on reprend la conversation. Et l'objectif de cette conversation, ça peut être d'accord de ne pas être d'accord. Mais c'est juste un endroit où vous allez être OK l'un et l'autre. C'est-à-dire, ça va être OK. On ne sait pas là où vous allez arriver. Vous n'allez probablement pas résoudre le problème. Ou vous allez trouver certaines pistes. Mais ce qui est important, c'est que chacun puisse se dire, bon, je suis OK avec ça. Je suis OK, je suis tranquille avec ça. Et non pas se dire, ah mince. Mais ça veut dire aussi qu'on est capable d'aller rejoindre l'autre. C'est-à-dire qu'on est vraiment capable d'aller voir où il est, comment c'est pour lui. Et donc, ça sous-entend un déploiement d'une certaine maturité émotionnelle. Mais ça aussi, c'est l'objet du couple. C'est-à-dire que le couple, il nous fait travailler ça toute notre vie. D'accord? On n'est pas obligé d'être parfait tout de suite. Donc, voilà, quand il y a des conflits, ça va passer indéniablement par le fait de discuter, mais de discuter d'une certaine façon. Et là, je vous ai donné un certain nombre de repères par rapport à ces discussions qu'on appelle, entre guillemets, gagnant-gagnant. Après, voilà, il y a toutes sortes de mots-clés qu'on peut mettre, la bienveillance, l'ouverture. Dans les faits, ça se passe assez souvent différemment. Mais ce qui est important, c'est que petit à petit, à votre façon à vous, vous arrivez à trouver une discussion où, au bout du compte, vous dites, bon, bah, c'est OK. C'est OK, c'est comme c'est. Et parfois, on n'a pas résolu le problème. Dans 70% des cas, on ne résout pas les problèmes, hein. Il faut savoir que 70% des problèmes de couple ne sont pas solubles. Ça ne veut pas dire qu'on vit mal avec. Ça veut juste dire qu'on apprend à vivre avec la différence. Et que c'est OK pour nous. Et c'est ça, c'est un apprentissage majeur de la relation de couple. Et ça peut ne pas du tout être insatisfaisant. Ça peut être très satisfaisant, justement. Mais bon, voilà. Donc, j'espère avoir répondu par rapport au conflit, vous avoir donné quelques clés sur tout ce qui est... on peut encore en dire beaucoup, hein, mais déjà, ces éléments-là, ça donne pas mal d'indications sur comment sortir du conflit et accepter que ce ne soit pas nécessairement le résoudre, mais trouver une position qui puisse aller à chacun et qui soit acceptable, qui soit OK pour chacun. Et parfois, bien sûr, on avance et on trouve aussi des solutions très créatives parce qu'on est deux et très intéressantes, très stimulantes. Il y a plus d'idées dans deux têtes que dans une. Voilà, oui, tout à fait. Est-ce que jusque-là, est-ce que vous avez des questions? Voilà, puisqu'on on a déjà bien entamé la demi-heure prévue. Donc, si vous avez des questions, c'est l'instant de les poser. En tout cas, grâce à ton intervention, Myriam, eh bien, on remarque que finalement, voilà, la relation du couple, proprement dit, enfin, travailler sa relation de couple dans les changements alimentaires est très importante. Et donc, quand on décide de changer ses habitudes alimentaires, ça va refléter sur finalement notre relation de couple parce que la manière dont tu l'amènes, tout changement dans la vie va provoquer finalement allez, une perte de repères habituels, hein. C'est pareil quand on aborde le changement d'entreprise, que ce soit le changement par rapport voilà, aux enfants, etc. Il y a une perte des repères et ça remet en cause finalement pas mal de choses, ça déstabilise un petit peu. Et donc, on voit que finalement, si on n'a pas une relation de couple qui est forte à la base, bien, ça peut nous amener finalement justement à des tensions, à des conflits, etc. Donc, c'est aussi une belle opportunité ouais. parce que le couple est un organisme vivant. Et donc, nécessairement, voilà, il nous sollicite, il nous fait avancer, il nous fait mûrir, il nous fait réviser, il nous met au travail. Et c'est ça aussi qui est très stimulant dans la relation de couple. Mais effectivement, c'est toujours une opportunité que de renforcer son lien. En tout cas, c'est le voir comme ça.
c'est une opportunité de renforcer la relation plutôt que de la... Mais parfois, bon, ça la déstabilise. Et le fait d'être déstabilisé n'est pas nécessairement toujours négatif. Ok. Donc Nathalie nous dit très intéressant car on peut appliquer tous ces bons conseils dans notre vie de tous les jours. Oui, exactement. Donc finalement, tous ces bons conseils que tu viens de nous donner ben, peuvent s'appliquer pas uniquement que quand on décide de changer ses habitudes alimentaires, effectivement, mais aussi dans la vie de tous les jours et dans tout type de changement. Voilà. Oui, et aussi dans d'autres types de relations. C'est-à-dire que la relation de couple, elle est particulière parce que tout est un peu potentialisé. Il y a tellement d'affect. Mais après, ben, la relation avec nos enfants, bon, c'est aussi une relation où il y a énormément d'affect. Et puis les autres relations, voilà, il y a pas mal de choses que j'ai partagées avec vous sont tout aussi utiles dans d'autres relations. Et comme j'avais bien mis dans mon titre, ne pas se mettre des enfants à dos, effectivement, si le couple est fort par rapport au changement, si tout le travail préparatoire a été fait ensemble, ben, à ce moment-là, c'est plus facile aussi de se positionner par rapport aux enfants de manière adéquate et d'avoir un discours cohérent. C'est bien ça. La cohérence est très importante par rapport aux enfants et le fait que le couple soit sur la même longueur d'onde. Même s'il n'est pas d'accord, on n'a pas besoin d'être d'accord. C'est juste qu'on sait où est l'autre et il sait où on en est et on se respecte dans ces positions-là. Et ben du coup, ça va apporter beaucoup d'apaisement au niveau des enfants qui de toute façon vont chercher à aller toucher à ces endroits-là. Mais quand ils comprennent qu'en fait, là c'est clair, vous n'avez plus cette difficulté-là. Ok. Et alors, j'ai une dernière question qui est souvent revenue, que ce soit sur le groupe ou dans mes accompagnements. Oui, quand je prépare voilà, un plat de quinoa ou de brocoli, en fait, des nouveaux aliments voilà, qui sont préparés à table, il y a souvent des réticences, voilà, ça crée finalement des chamailleries parce que voilà, les enfants ne veulent pas manger ce qu'on a préparé ou le mari bof. Et alors, ça crée vraiment une mauvaise ambiance à table. Mm. Qu'est-ce que tu leur dirais? Oui, je ne sais pas comment faire, voilà, je ne sais pas comment faire pour leur faire manger des lentilles ou du quinoa. Mm. Bah, je crois que déjà, c'est bien suivre tes conseils parce qu'il y a quand même beaucoup de façons de faire en sorte que certaines choses passent auprès des enfants. Il y a vraiment le fait de les Ouais. accommoder. Hein. Moi, dans mes soupes aux légumes, je mets du kiri. Bah, le kiri, ça fait bien passer la soupe. Ils adorent la soupe. Mais bon, ça, je crois que c'est important déjà d'accommoder les choses et de rester sur le plaisir. Donc, et ça, c'est très important dans tes accompagnements, c'est vraiment la notion de plaisir. Donc, je pense que quand on est sur le plaisir, déjà, quand on a cette attitude-là, ça change pas mal les choses. Ensuite, on n'est pas obligé d'en faire une obligation, c'est-à-dire qu'effectivement, il peut y avoir des brocolis et puis vous pouvez faire un peu de riz ou un peu de pâte à côté, et puis on mange un peu de brocoli et puis on mélange ça avec les pâtes. Et puis, c'est surtout, je crois, accommoder les changements de façon à ce qu'ils soient, à ce que chacun aime et ne pas non plus tout imposer les choses, c'est-à-dire qu'il y ait toujours au cours du repas des choses qui leur font plaisir et être prête à accepter certaines choses. Par exemple, si vos enfants sont très fans de céréales au petit déjeuner, ben, qu'il y ait quand même des céréales, qu'il y ait des choses qui leur plaisent, qui puissent se faire plaisir autour de l'alimentation, tout en ajustant d'autres choses. Donc, je crois, l'idée, c'est de ne pas être trop radical dans sa position, de ne pas être trop exigeante ou trop... voilà, il faut que ce soit absolument comme ça, mais de laisser aussi de la place à chaque enfant de pouvoir dire ses goûts, de pouvoir apprécier, au moins apprécier certaines choses, dans le respect. C'est-à-dire s'il arrive à table et qu'il vous dit « trop d'aigle », bon, là, il y a peut-être une petite mise au point à faire, mais ils ont aussi le droit de pas aimer, et dans ce cas-là, ben, on accommode, on trouve des ajustements qui font que ben, ils arrivent à manger équilibré ou à manger en tout cas
à manger de nouvelles choses tout en ajustant. Et puis, cette progressivité, je crois qu'elle est importante, c'est-à-dire de respecter un rythme qui est souvent un rythme beaucoup plus lent que celui qu'on aurait initialement imaginé ou pensé. Hein. On veut tout aller très vite aujourd'hui dans nos vies et en réalité, ben, le temps est nécessaire, je crois, pour mettre en place les changements. Et je rebondis sur ce que tu nous as dit au début, finalement, ne pas avoir des attentes par rapport à... Voilà, j'imagine la maman qui a mis tout son cœur pour faire un superbe plat et du coup, il y a une certaine frustration qui vient en elle quand ce plat n'est pas apprécié. Et donc là, on revient à tes bons conseils du début, ne pas avoir trop d'attentes Oui, vis-à-vis voilà, vis-à-vis de ça, ne pas le prendre pour soi aussi. voilà, très Hein. important. Oui, oui. Pensez d'abord qu'on le fait d'abord pour soi. Parce que eux, à la base, n'étaient pas nécessairement demandeurs et c'est leur droit. Super. Ben, merci beaucoup en tout cas Myriam pour cette richesse, cette richesse de conseils. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné beaucoup de pistes pour pouvoir voilà, entamer les changements si vous êtes dans le début, ou bien en tout cas améliorer également bien vos relations en famille si vous êtes en plein dans les changements alimentaires. Alors, comme on vous l'a dit au début, nous avons deux petits cadeaux. Tu veux parler brièvement du Oui, cadeau que tu souhaites alors ce que je souhaitais partager, c'est ma petite bibliothèque de l'amour. Donc, c'est un e-book que j'ai rédigé qui comprend en fait une bibliographie, mais assez détaillée, des 25 livres les plus intéressants, les plus transformants, les plus nourrissants sur le couple et les relations et aussi le bien-être. Des livres axés développement personnel, mais toujours avec cette entrée qu'est le couple. Donc, ce n'est pas que sur l'amour et les relations, il y a des livres un peu plus généraux, mais qui sont vraiment très utiles dans l'idée des relations et du couple. Donc, dans cet e-book, je présente les 25 livres qui sont des livres qui sont vraiment que moi, dont je suis imprégnée dans ma pratique quotidienne et qui sont en même temps faciles à lire, intéressants, enfin des bons bouquins. Je vous les présente, je vous les partage avec une revue personnelle, avec les liens pour les acheter. Et voilà, c'est une recommandation de bons livres sur la relation que je vous propose de télécharger en suivant le lien que Hildé va vous... Voilà, donc je vais vous mettre le lien. Je vais vous mettre le lien ici après dans la vidéo. Et je vous mettrai également le lien vers un tout nouvel e-book que j'ai réalisé également qui vous permet en fait d'entamer le changement alimentaire via 5 premières étapes très faciles à mettre en place. Et donc c'est vraiment que ce soit comme Myriam vous l'a dit ou que je le mentionne, c'est vraiment la technique des petits pas qui est vraiment la plus recommandée et en tout cas celle qui va vous apporter vraiment des résultats positifs et qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Voilà. Ben, je regarde. Voilà, si vous n'avez plus de questions, en tout cas, ben, nous allons vous laisser. N'hésitez pas si vous avez encore quelques questions qui vous viennent à l'esprit à les poser en dessous de ce live qui sera donc euh, qui pourra être regardé en différé également. Voilà. En tout cas, un tout grand merci, Myriam. C'était vraiment très très chouette de t'avoir aujourd'hui. Eh bien, je te souhaite en tout cas une belle journée. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous contacter. Et puis même s'il y a d'autres questions, on se fera un plaisir d'y répondre. Voilà, en tout cas, moi, ça m'a bien fait plaisir d'être avec toi, Hildé, aujourd'hui et d'être avec vous tous. Merci. Et bonne journée. À bientôt. Au revoir. Oui, bonne journée. Hein. Au revoir.